Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux rayons, les rayons tels qu'ils sont enseignés dans les livres d'Alice Bailey. Donc les rayons et l'être humain, les rayons et l'astrologie. Voilà ce que je me propose d'aborder dans cette série de vidéos. Et là, c'est la quatrième. Nous allons voir ce que l'on peut dire, évidemment en aperçu, du rayon 3, le grand rayon de l'intelligence créatrice. Alors, comme à chaque fois, j'aime bien commencer par un petit point de théorie générale. Et là, j'avais envie de revenir avec vous. Je dis revenir parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais comme c'est un thème particulièrement important, donc je voulais revenir avec vous sur le sujet des niveaux de conscience. Pourquoi c'est important? Parce que dans notre travail d'analyse astrologique, si on ne tient pas compte du stade de conscience sur lequel la personne peut se trouver, on va formuler une hypothèse, on va forcément faire une interprétation qui comportera des erreurs, des incertitudes, des flous. Alors, le niveau de conscience, c'est quoi? C'est l'idée que chacun d'entre nous, nous nous situons sur une échelle d'évolution qui n'est pas seulement une évolution darwinienne, physique, etc. C'est vraiment la question de l'évolution de la conscience. Notre conscience évolue au fur et à mesure de l'incarnation, des incarnations, et au fur et à mesure même de notre vie, du stade de l'enfance jusqu'au stade de la personne âgée. Notre conscience mûrit, évolue en fonction des expériences vécues et de ce que nous en retirons, puisqu'il ne suffit pas de vivre des expériences, il faut aussi les assimiler, les intégrer, comprendre ce qui se joue. Et donc, on peut distinguer trois grands stades de conscience sur lesquels, encore une fois, chacun d'entre nous peut se trouver, mais c'est vrai également au niveau global, au niveau d'un pays, au niveau de régions, d'endroits du globe, où on peut trouver des personnes dans un ensemble qui sont plutôt sur tel ou tel niveau de conscience. Après, il ne faut pas les considérer comme quelque chose de vraiment complètement séparé. Il y a une espèce d'enchaînement entre les niveaux de conscience, et des parties de nous peuvent se trouver sur différents niveaux de conscience. Je vais expliquer ça un petit peu plus en détail. Donc, la conscience de base, celle par laquelle on commence, on va dire, c'est la conscience de masse. C'est la conscience où, en fait, la personnalité, l'individu en tant que tel différencié n'existe pas encore. Il est, si je puis dire, c'est pas un très joli terme, mais bon, c'est un produit de la masse, c'est un produit de l'endroit où il vit, de la culture ambiante, des valeurs, des normes, mais aussi de l'impact de l'environnement. C'est le stade du on, entre guillemets. En français, on a ce pronom qui est quand même hyper intéressant parce qu'il montre une indéfinition. C'est on ne sait pas trop qui c'est. Voilà, c'est général, c'est on. Donc, en gros, les personnes qui vivent sur ce niveau de conscience, essentiellement, sont des personnes pour qui leur identité est complètement dépendante de à la fois de l'endroit où elles vivent, de la famille dans laquelle elles se trouvent, et donc de ce qui leur est transmis. On peut dire que classiquement, ce sont les personnes qui vivent de manière isolée, et ça depuis des générations. Donc, on est sur une structure de type clan, tribu, village isolé. Et donc, voilà, ce qui se joue dans ces endroits-là, c'est la répétition du passé et la transmission de ce qui est donc présent dans la culture du lieu, si je puis dire. Donc c'est beaucoup de transmission entre les générations. On est beaucoup dans les coutumes, les traditions. On reproduit, on transmet aux descendants. Souvent, les enfants vont occuper les métiers ou les occupations, on ne sait pas forcément des métiers, de leurs parents. Le fils reprend le métier du père, la fille va faire comme sa mère, etc., etc. Donc on est voilà vraiment beaucoup dans la transmission, et donc en fait on a l'impression que le temps s'est un petit peu figé dans la conscience de masse, et que le cordon ombilical, comme le disait une personne à qui je donne des cours de psychoastro, n'est pas coupé. C'est-à-dire qu'en fait les gens restent beaucoup très proches de leur famille, très proches de leur lieu de vie d'origine. Il y a peu de voyages, il y a peu de confrontation à la diversité. On vit aussi très souvent soit en famille de façon large, soit on reste vraiment en contact très proche avec ses parents et avec ses enfants.
Donc le lien à la famille est fort, le lien au lieu de naissance reste également très fort, mais ce sont aussi des personnes qui, en termes d'impact sur l'environnement, n'ont pas un impact, on va dire, très nocif, bien au contraire. Si on prend vraiment le cas des tribus et des clans, ils utilisent les ressources naturelles qui se trouvent dans leur environnement pour manger, construire leur habitation et donc vivre hein, quelque part. Évidemment, bon, on peut continuer à être en conscience de masse et vivre dans des villages, comme je disais, isolés et avoir Internet à la maison ou une supérette et avoir effectivement aussi des apports de l'extérieur proprement dit. Donc c'est pas le seul facteur, mais n'empêche qu'il y a ce côté où en fait on est très ancré à son environnement et on utilise beaucoup ce qui existe déjà dans son environnement. Il y a bien souvent une figure d'autorité qui est en général une personne plus individualisée, plus proche de la conscience individuelle que celle qu'elle dirige. Donc souvent c'est le chef de clan, le chef de tribu, le chef de famille. Ça peut être aussi à l'ancienne justement, hein, quand on était un peu plus en conscience de masse. Hein, c'était le curé, c'était le maire du village, c'était l'enseignant, le médecin, etc. Donc des personnes qui ont un pouvoir ou une certaine figure d'autorité et qui ont un impact souvent assez fort sur les personnes qui sont encore en conscience de masse. La religion est très présente en conscience de masse parce qu'effectivement, on va dire que le groupe est réglé, géré par une forme d'autorité avec aussi ses codes, ses pratiques de culte, voilà, ses croyances aussi, ses superstitions. Il y a beaucoup de superstitions dans la conscience de masse. Et donc voilà, on suit. Hein. Il y a une notion vraiment de suivisme. On suit ce que une autorité, un pouvoir en vigueur enseigne ou donne comme grande directive. Il y a peu de différenciation entre les individus en termes de caractère, en termes justement de vision du monde, d'opinion. C'est le fameux on. Hein. C'est pas que tout le monde pense pareil, mais globalement, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un moule hein, qui est très présent. Et ça fait que dans la conscience de masse, par exemple, les mariages arrangés sont tout à fait pratiqués, praticables, parce qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre une personne et une autre. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est assez courant. Et donc on voit bien hein, que les endroits du globe où les mariages arrangés existent encore sont des endroits où voilà la conscience de masse est encore bien présente. Par contre, les individus qui se rebellent contre ça sont clairement des individus qui eux sont passés ou sont en train de passer en conscience individuelle. Ils veulent pouvoir dire ce qu'ils veulent et ne veulent pas. Ils veulent que leur opinion soit entendue. Le symbole de la conscience de masse, c'est l'enfant avec son innocence, avec sa naïveté, sa crédulité. Ils sont assez crédules, les personnes elles sont assez crédules, les personnes en conscience de masse, hein, puisque effectivement, comment est-ce qu'elles peuvent expliquer ce qui se produit dans leur environnement, par exemple une catastrophe naturelle, un événement particulier, tant qu'elles n'ont pas développé leur capacité à vraiment faire preuve d'analyse critique, de réflexivité, voilà, d'un esprit où le mental est développé. En fait, le développement de l'intellect et du mental est ce qui contribue essentiellement au passage dans la conscience individuelle. Donc, la conscience individuelle, c'est le moi-je. C'est l'individu qui, donc petit à petit, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, tout comme l'être humain grandit et passe du stade de l'enfance au stade de l'adolescence, qui symbolise la conscience individuelle. Petit à petit, il apprend donc à se différencier. Il apprend à avoir ses propres opinions, à avoir ses propres désirs. Et donc, c'est une période qui est un peu délicate si on se trouve dans un milieu où la conscience de masse est encore bien présente, parce que c'est un moment de remise en cause, comme l'est la conscience, comme l'est la crise d'adolescence, où l'adolescent remet en cause ce qui lui a été inculqué, le modèle familial, l'autorité familiale. Donc c'est un moment un peu voilà de crise, hein, c'est la crise de la différenciation, c'est la crise de l'autonomisation
qui s'atteint pas du jour au lendemain, hein, parce que l'adolescent qui fait sa crise en disant qu'il veut sa liberté, ben il n'est pas encore autonome. Hein, il vit chez papa, maman et il paye pas grand-chose de sa poche. Mais n'empêche que voilà, il y a cet appel un peu à la liberté, cet appel à pouvoir vivre sa vie comme on l'entend, à faire ses propres choix. Et donc l'individu qui est pleinement développé dans la conscience individuelle, c'est l'individu autonome. C'est celui qui est le créateur, le maître de sa vie, de sa destinée. Il fait ses choix, et ça à tous les niveaux. Il choisit son travail, son métier. Si ça lui convient plus, il en change. Il choisit son style de vie. Évidemment, il choisit avec qui il vit. Ce qui fait que la famille a toujours sa place, mais seulement si l'individu s'y retrouve. C'est-à-dire que comme c'est lui qui choisit, si il estime que voilà, bon, ben, il a des bonnes relations avec son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, il s'entend bien, etc. Donc, il va continuer à maintenir des liens avec sa famille. Par contre, ben, si ça va pas, il va prendre de la distance et il va le faire, alors plus il est individualisé, il va le faire de plus en plus sans culpabiliser ou sans revenir en arrière ou sans se sentir obligé de. Hein. Il peut vraiment se différencier et se distancier de sa famille. Les défauts ou les excès de la conscience individuelle, c'est vraiment l'égoïsme, l'égocentrisme où on ne pense qu'à sa pomme. C'est pour ça qu'une société en conscience individuelle, c'est une société hyper compétitive et hyper individualiste. Hein. C'est le principe de la conscience individuelle poussée à l'exacerbation. Et donc l'individu qui effectivement est dans ces excès de la conscience individuelle peut très bien laisser ses parents âgés sans s'occuper d'eux. Il est mis dans une maison de retraite par exemple, et puis ben, lui il va vivre sa vie. Ça c'est un signe aussi donc de conscience individuelle avec ses travers. Chaque conscience, bon, à l'exception de la conscience d'ensemble, hein, a un peu ses excès et ses défauts. Hein, dans la conscience de masse, c'est que, comme je disais, on est très crédule, on est très superstitieux, mais du coup, il se passe un événement inattendu, imprévu, on est perdu, on est ballotté. Par exemple, il y a encore pas mal de tribus ou de peuplades qui vont être fortement impactées par le réchauffement climatique et qui vont devoir quitter l'endroit où elles vivent depuis toujours en fait. Hein. Et donc elles sont relogées, relocalisées ailleurs, mais c'est pas elles qui font le choix d'eux, elles sont obligées. Donc il y a souvent le gouvernement derrière du pays qui pousse à une relocalisation. Et pour elles, c'est très très compliqué puisque forcément, elles sont très attachées à leur terre, leur patrimoine. Alors qu'en conscience individuelle, si quelque chose n'est plus possible ou ne convient plus, même si c'est pas toujours évident, ben on va dire ben non, là je change quoi, ou là je vais mettre en œuvre le plan d'action qu'il faut pour changer la situation. Mon travail me plaît plus, je le quitte. Voilà. En conscience de masse, le travail plaît plus, oui, mais bon, non, quand même, il peut y avoir la fidélité, l'attachement, il peut y avoir la peur de pas y arriver si on quitte son travail. Voilà. Donc, effectivement, la conscience individuelle dans ses défauts et ses excès, c'est donc l'égoïsme, l'égocentrisme, la surconsommation, c'est le narcissisme. Enfin, vraiment, on se met en avant soi, on veut être vu, on veut être considéré comme le meilleur, etc. C'est l'hypercompétitivité. On est prêt à marcher sur les autres pour y arriver, donc ça, c'est les excès de la conscience individuelle, mais comme je le disais, voilà, hein, conscience de masse, conscience individuelle, on n'est pas encore, on va dire, nous les êtres humains, au top de notre évolution. On n'a pas atteint encore un stade où on peut dire que, voilà, là, les choses se passent vraiment de façon juste, équilibrée, sereine. Il y a des excès. Donc, la conscience individuelle, voilà, je revendique qui je suis, mes valeurs, mes buts. Souvent, je les considère meilleurs comme ceux des autres aussi, hein, mon opinion, ma façon de voir les choses, mes valeurs, mes croyances. C'est pour ça aussi que dans la conscience individuelle, on se distancie beaucoup de la religion. Hein. C'est une phase un peu d'athéisme ou de rejet effectivement de l'autorité, de ce qui est inculqué. Pourquoi je devrais croire à ça? Ça fait pas sens, je comprends pas. Alors, il y a aussi tout le développement, comme je disais, de l'intellect et du mental qui se fait beaucoup à travers l'éducation. Et donc, on apprend à questionner, on apprend à faire preuve de logique, on apprend oui, à analyser, à décortiquer. Et donc, tous les enseignements
enseignements religieux en grande partie, il y en a beaucoup qui vont pas faire sens, hein, dont on va se dire: «Non mais ça c'est pas possible, c'est pas rationnel, c'est pas cohérent, Adam et Ève, je vois pas comment ils ont pu exister». Enfin voilà, on remet des choses comme ça, en cause et donc on quitte, hein, les églises, les temples, les mosquées, enfin voilà, on s'éloigne de la religion. Hem, oui, voilà, donc ça, c'est vraiment, l'individu. Alors par rapport aux traditions et aux coutumes, on a tendance aussi à les rejeter dans un premier temps parce qu'on estime qu'effectivement, bah, oui, on a toujours fait comme ça, mais justement, en conscience individuelle, on a toujours fait comme ça, c'est le truc hyper agaçant. On va se dire: «Non mais attends, c'est pas parce que, on a toujours fait comme ça que, justement on peut pas faire autrement. Au contraire, tiens, ça serait intéressant que, je fasse autrement». Donc, il y a un rejet un petit peu de ce qui est, transmis sans questionnement, hein. Donc par exemple, bah, on va pas, fêter, des fêtes comme la Toussaint, comme, enfin voilà, toutes ces fêtes-là, qui sont, bah, à la base, hein, justement, religieuses. On va se dire: «Ben non, ça a pas forcément, beaucoup de sens, hein, c'est juste le respect des traditions». Mais plus on évolue vers la conscience, d'ensemble, plus en tant que conscience individuelle, on va retrouver un petit peu des choses de la conscience de masse, mais on va se les approprier. C'est-à-dire qu'on va les mettre à sa sauce, si je puis dire. Donc par exemple, ce qui contribue donc au développement de la conscience individuelle, c'est l'éducation, hein, c'est le développement du mental, de l'intellect, avec ses capacités, encore une fois, d'analyse. Et ce sont aussi les voyages. C'est le fait de pouvoir être confronté à des modes d'existence et donc à des valeurs, ben justement aussi des coutumes, des façons d'être, des façons de vivre très différentes. Parce que là, du coup, ça amène forcément l'individu à commencer à se décentrer de lui. Il commence à se dire: «Ah oui, mais alors d'accord, donc on vit pas tous comme ça», ou effectivement il y en a qui pensent autrement et ça fonctionne pour eux, ou en tout cas c'est ce qui leur paraît juste pour eux. Donc on développe une forme d'aperçu de la richesse de l'humanité, de la richesse des styles de vie beaucoup plus large et donc on peut se réapproprier ou là aussi mettre à sa sauce des choses qui avant ne faisaient plus trop sens, comme par exemple certaines coutumes où on va, bah, on va dire: «Bah, oui, OK, on peut faire une célébration pour les personnes décédées, mais pas de la façon qu'on fait à la Toussaint où on va visiter, les cimetières et déposer, des fleurs. Bah, je vais peut-être, faire, un petit rituel chez moi ou oui, je vais faire une balade, enfin une visite, sur le lieu où la personne est enterrée quand la personne est, dans un cimetière». Ou alors ça peut être de dire: «Je vais faire un petit hôtel chez moi et puis, voilà, de temps en temps, hein, je vais, penser, aux défunts, je vais, je sais pas, brûler de l'encens, faire une prière». Peu importe, hein, en fait, c'est vraiment l'idée que, quand la conscience individuelle évolue vers la conscience d'ensemble, on peut retrouver des choses un petit peu du passé et de la conscience de masse. Tout comme le rapport à l'environnement peut aussi beaucoup changer, puisque dans la conscience individuelle, qu'est-ce on en a à faire de l'impact sur l'environnement? Ce qui compte, c'est mes désirs. Donc, si je veux consommer, si je veux faire venir des produits de l'autre bout du monde, si je veux, enfin, je vais même pas m'en soucier de savoir si je pollue ou si j'ai tel ou tel impact, même dans les relations, comment je suis, puisque ce qui compte, c'est avant tout moi et mon bonheur, hein. Le summum de la conscience individuelle, c'est le bonheur personnel et c'est la réussite personnelle, quel que soit le terme, quelle que soit la définition que chacun met derrière ce terme. C'est moi qui réussis dans ma vie, c'est moi qui suis heureux et qui prend plaisir à ma vie. Hein, non pas que ce soit des choses négatives, c'est le passage, hein, par la conscience, le développement de la conscience individuelle. Mais plus on commence à devenir sensible à la conscience d'ensemble, et là ça se fait sous l'influence de l'âme, hein, c'est le mental, le développement de l'intellect qui permet le développement de la conscience individuelle, l'individualisation, et c'est le contact avec l'âme qui permet la transition, l'évolution vers la conscience d'ensemble. Parce que l'âme, elle est ensemble, elle est globale, elle ne pense pas de façon individuelle, personnelle, elle est vraiment reliée à tout ce qui est, hein, que ce soit les autres êtres humains, que ce soit les autres règnes de la nature, la planète. Donc c'est vraiment, on va dire, le sentiment
quand on développe le contact avec l'âme, de se sentir connecté à tout ce qui est, hein, voilà. On est un parmi l'ensemble. Donc nous, en tant qu'individus, évidemment qu'on compte toujours, hein. Il ne s'agit pas de se sacrifier ou de s'oublier ou comment dire? Parce que dans les excès, hein, parfois dans les approches spirituelles, on cherche à tuer l'ego, voilà, on veut rabaisser un petit peu la personnalité, mais c'est pas le but. Le but, c'est de la développer, la personnalité, parce que quand on la développe, avec elle, on développe des capacités, des qualités, des compétences. On sait donc qui on est, quelle est sa place dans le monde, on la revendique cette place. Et tout ça, c'est une vraie richesse, donc il faut pas le nier. C'est simplement que, au lieu, à un moment donné, de ne le faire que pour sa pomme, donc de vouloir sa réussite et uniquement la sienne et de se moquer de ce qui arrive par ailleurs autour de soi et dans le monde, eh ben, tout ce qu'on a développé, toute cette richesse que l'on a acquis à travers nos propres efforts quelque part, hein, il a fallu en faire des efforts, que ce soit dans les apprentissages intellectuels, dans les pratiques professionnelles, dans voilà, le fait de vraiment chercher à connaître et à être bon dans un domaine donné, ben, tout ça, on va pouvoir le transmettre aux autres. Et là, effectivement, c'est bien le signe que l'âme est en train de chercher à prendre le contrôle sur la personnalité, qu'elle veut utiliser comme un outil, et donc elle va chercher à faire en sorte que le meilleur que l'on a développé en tant qu'individu, on le mette à contribution. Voilà, on le mette à contribution. La notion de contribution, c'est vraiment une notion clé du début de la conscience d'ensemble, enfin de tout le travail de la conscience d'ensemble, puisqu'il s'agit d'apporter le meilleur de qui nous sommes. Et là, ça change tout en fait, hein. C'est voilà, je suis compétent dans tel domaine, et bien effectivement, je vais apporter mes compétences, mes connaissances aux autres, au monde, et je vais le faire avec ce souci effectivement que l'impact soit évidemment essentiellement porteur, positif, bénéfique, hein, et le minimum possible, même si c'est pas toujours possible, négatif, hein. Forcément que je vais peut-être polluer ou je vais utiliser telle ressource pour ou je vais devoir me déplacer pour faire profiter, si je puis dire, de mon expertise, de mes connaissances, de mes compétences aux autres. Donc il y a forcément aussi une part d'impact négatif, mais il est vraiment, comment dire, globalement dans son ensemble, rééquilibré et dépassé par l'impact positif qui est réalisé. Après, il faut pas que ce soit une excuse de dire: «Bah oui, je veux apporter donc je vais, prendre l'avion, je sais pas, 50 fois dans l'année», bon, enfin voilà. Donc la conscience d'ensemble, c'est le nous. C'est vraiment, je suis là, mais je suis dans un groupe, dans un ensemble, et effectivement, à ce moment-là, il y a, l'idée au niveau, on va dire, ésotérique, hein, que le karma personnel est un maximum réglé. Pas complètement encore, parce que le fait de finir de régler le karma se retraduit justement à travers le fait de contribuer à. C'est ce que j'ai développé, dépassé, là où j'ai dû quelque part un peu lutter, me battre pour régler des comptes, voilà. Ben ça, j'en tire les leçons et donc je l'apporte aux autres, et comme ça, je finis de régler mon karma. Je vous renvoie là à mes vidéos sur Saturne. C'est vraiment Saturne, la planète maîtresse du karma, et c'est la planète du rayon 3. Je refais du lien avec la vidéo. Donc Saturne est très important pour justement toute cette évolution de la conscience de masse vers la conscience individuelle et la conscience d'ensemble. Hein, la conscience, le karma, c'est au départ, ben, c'est le passé qui me pèse sur les épaules. Alors évidemment, on parle de karma, de dharma, il y a les héritages, on va dire, porteurs, hein, c'est les compétences, les connaissances, les capacités, les qualités acquis au cours de précédentes incarnations. C'est ce qu'on a compris aussi dans notre sagesse et dans notre perception de la vie. Tout ça, c'est le dharma. Mais il y a aussi la part un peu plus lourde des choses un petit peu, on va dire, négatives, hein, réalisées, créées, vécues aussi dans les incarnations passées, et qui pèsent pour pouvoir être justement libre d'être soi-même et de pouvoir transmettre le meilleur de soi-même. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance dans les années, on tend à régler notre karma, qu'on le fasse consciemment ou inconsciemment, hein, la vie, hein, nous met en situation de devoir régler notre karma.
schéma. On peut choisir de pas le faire, hein, et là, ce sont les personnes qui vont revivre tout le temps les mêmes crises, les mêmes situations difficiles et qui vont bien souvent se positionner en victime, hein, disant non mais moi il m'arrive toujours ça, je tombe toujours sur tel type de personne, j'ai toujours ce problème-là avec l'argent, tel problème effectivement de santé. Enfin voilà, bon, ça c'est le signe que on est peut-être encore un peu beaucoup en conscience de masse et le mental n'a pas été assez développé pour dire attends, il y a peut-être un truc à comprendre et un truc là à travailler, à éclaircir pour éviter effectivement de répéter encore et encore les mêmes schémas. Et à partir du moment où effectivement on change les choses et on devient de plus en plus acteur, ben, ça montre bien qu'on est dans la conscience individuelle. Et le passage d'après, c'est toujours Saturne, hein, ça va être de pouvoir dire ben ok, ben super, maintenant que j'ai compris ça, que j'ai appris ça, que j'ai dû peut-être un peu lutter, me battre pour évoluer par rapport à tel aspect qui était un peu difficile, ben j'ai envie de l'apporter aux autres, j'ai envie d'en faire quelque chose de créatif, l'intelligence créatrice du rayon 3, et donc j'en fais quelque chose qui permet aussi d'accompagner peut-être d'autres personnes dans la révolution, qui vont apporter un certain progrès sur le plan de l'humanité, qui va avoir un impact positif sur les autres règnes de la nature, enfin bon, peu importe, chacun on va dire à la fois son karma et sa créativité propre, hein. Évidemment on va regarder Saturne, mais pas que Saturne dans le thème, et donc dans la conscience d'ensemble ou sous l'influence de l'âme, on développe des qualités ou des valeurs, plutôt ce sont des valeurs, telles que ben oui, la recherche de solidarité, la coopération, l'équité, la fraternité, etc., etc. La recherche de sens aussi, hein, ça c'est quand on commence vraiment à se poser des questions existentielles sur c'est quoi le sens de la vie, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette vie. Bon, voilà, on est en train de sortir de la conscience individuelle, on cherche à se relier à l'ensemble, à mettre les choses en perspective. Donc, c'est vraiment signe qu'on rentre dans la conscience d'ensemble. Mais voilà, parfois, on va retomber en conscience individuelle, parfois, on va faire un pas dans la conscience d'ensemble. On est un petit peu, quand on est dans les phases de transition, tiraillé entre les deux. Mais plus les valeurs supérieures, telles que, comme je disais, hein, l'équité, la solidarité, la coopération, euh, euh, oui, l'entraide, etc., se développent, plus elles sont actées, incarnées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste, oui, non, c'est bien, faudrait qu'on coopère davantage, ou j'accorde de l'importance à la coopération, mais dès que mes intérêts personnels sont menacés, ben, la coopération, tu parles, je pense à ma pomme. Voilà, on n'y est pas encore, quoi. C'est vraiment l'incarner et vivre en fonction de ces grandes valeurs qui sont donc des valeurs reliées à la conscience d'ensemble. Et en ce moment-là, la notion de famille prend une toute autre perspective, hein, puisque là aussi, hein, on va pas forcément renier et se détacher complètement de sa famille. On va pas non plus rester attaché seulement si on a un intérêt ou on estime que bon, bah oui, ma mère, mon père, ils sont chouettes, donc quand même je garde contact avec eux. On, on se sent relié de plus en plus à la famille humaine. Et dans cette famille humaine, ben forcément, il y a notre propre famille. Simplement, elle n'est pas plus importante que le reste de l'humanité. Elle est évidemment importante et donc on va prendre soin de ses parents vieillissants, on va élever ses enfants avec vraiment le plus de conscience possible pour justement leur donner aussi cet élan vers les valeurs supérieures. Mais en les aidant à développer au départ leur individualité. Il faut bien qu'ils développent leur individualité avant d'avoir quelque chose à apporter au monde. Et donc la notion de famille remet tout est remise en perspective, elle est globalisée. Et effectivement, bah oui, on va s'intéresser aussi à ce qui se passe auprès d'autres êtres humains à l'autre bout de la planète, même si nous, ça n'a dans notre quotidien aucun impact direct, ça nous intéresse, on peut avoir de l'empathie, on peut avoir même envie d'agir parfois pour d'autres, on va dire nos frères et sœurs humains. Ça, c'est vraiment voilà le développement de la conscience d'ensemble. Qu'est-ce qu'il en est par rapport au rapport à l'autorité, aux règles, aux normes? Alors, dans la conscience de masse, on les suit parce que de toute façon, on pense même pas les remettre en question. Dans la conscience individuelle, on devient beaucoup plus critique et on se dit que là, franchement, si ça m'arrange pas telle règle, j'ai pas forcément envie de la suivre et je vais pas forcément la suivre. Il n'y a qu'à voir par rapport au respect du code de la route, hein, par exemple. Et en conscience d'ensemble, c'est le sens qui prédomine. Ben oui, si la règle fait sens pour l'ensemble, dans ces cas-là, on la respecte.
on va se dire, ben oui, par exemple, s'arrêter au feu rouge, je m'arrête pas au feu rouge parce que j'ai peur de prendre une amende ou parce que ben c'est la règle et qu'on m'a appris que c'était la règle et que je respecte les règles sans réfléchir. Je grille pas le feu rouge parce que je suis pressée, que je suis en conscience individuelle et que le plus important c'est moi et mon urgence. Je respecte la règle parce que ça fait sens, parce que c'est une question de sécurité, parce qu'il peut y avoir un piéton qui va traverser, il peut y avoir une autre voiture qui va arriver, et donc je m'en soucie pour l'autre, pour les autres, pour l'ensemble. Voilà, c'est le respect des règles et des normes à partir du moment où elles font sens. Par contre, si elles ne font pas sens en conscience d'ensemble, ou elles ne font plus sens, parce qu'il y a des choses qui font sens un temps, mais ça arrête de faire sens, justement parce qu'on évolue en conscience, eh bien dans ces cas-là, on change les règles, on change euh, les codes, les procédures, etc. Et on en fait émerger de nouveaux. Par exemple, en ce moment, alors c'est mon domaine professionnel de psycho du travail, hein, donc je m'intéresse à tout ce qui est un petit peu l'évolution des mentalités dans les entreprises, avec l'arrivée des nouvelles générations qui vont, à mon avis, enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les psychologues, les sociologues et tous ceux qui sont dans ces domaines-là, montre que l'arrivée des nouvelles générations qui ont une autre perception des choses que les anciennes, hein, les baby-boomers, la génération X, dont je fais partie, hein, ces générations, donc Y, Z, vont faire bouger les choses. Et notamment tout ce qui est on va dire la codification managériale, les hiérarchies, la hiérarchie pyramidale par exemple, avec toutes ces codifications, etc., ça va fortement évoluer, ça c'est clair. C'était peut-être juste, effectivement, lorsqu'on était tous en train de développer la conscience individuelle, où on avait encore besoin d'un chef, et voilà, on va dire de chacun avec son poste et ses tâches bien définies, et on n'en bougeait pas. Là, avec l'arrivée des nouvelles générations qui sont naturellement plus proches déjà de la conscience d'ensemble, elles sont encore en conscience individuelle puisqu'elles sont encore jeunes, mais au fur et à mesure qu'elles vont avancer en âge, il y a déjà des signes, hein, pour ces générations-là, que la conscience d'ensemble est déjà présente en elles. Eh ben, elles vont amener des nouveautés dans les relations hiérarchiques, dans les relations face au pouvoir. Ça va faire bouger un petit peu les limites et les carcans. Bon, ça c'était une parenthèse dans le rapport avec l'autorité et les règles. Donc, la notion, encore une fois, importante, hein, pour moi dans la conscience d'ensemble, c'est la notion de contribution. Au niveau spirituel, on va parler de service, hein, le service avec un grand S, parce qu'on dit que l'âme est amour, elle est service. Spontanément, elle cherche apporter plus de beau, de bien, de vrai. Et donc, quand soi-même, on est dans cette démarche-là, avec évidemment, hein, toute la phase de tâtonnement, où, comme je disais, on est dans les tiraillements entre moi, ma pomme, oui, mais quand même, voilà, il faut quand même que je pense à moi. Et puis, effectivement, vraiment, le fait de développer la capacité à apporter réellement plus de beau, de bien et de vrai, c'est un travail, c'est un apprentissage en fait, hein. Donc petit à petit, on tend et on développe de plus en plus comme ça, que l'on en ait conscience ou pas, on développe le contact avec l'âme, et on va de plus en plus pouvoir avoir un impact positif, une vraie contribution pour l'ensemble, que ce soit nos frères et sœurs humains, ou que ce soit la planète, et donc voilà les différents règnes. Et donc là, le symbole, c'est l'adulte, le véritable, on va dire, adulte, qui donc est autonome, ça il a acquis son autonomie au niveau de la conscience individuelle, mais qui est surtout responsable. Il se sent donc responsable de sa vie, mais il a aussi un certain sens des responsabilités envers l'ensemble, hein, envers la planète et envers les autres. Voilà, donc là, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à la conscience et aux 3 niveaux de conscience, parce qu'encore une fois, quand on fait une analyse de thèmes, ou qu'on parle des signes astrologiques, selon on se trouve, comment on se situe sur ces niveaux de conscience, on va pas avoir les mêmes interprétations, les mêmes influences non plus, hein. Plus on développe la conscience d'ensemble, plus on peut devenir sensible aux grandes qualités de chaque signe astrologique, tant qu'on est en conscience de masse ou en conscience individuelle,
on va les vivre mais déformés, où on va en percevoir qu'une partie, on va pas percevoir tout. Et donc voilà, ça change évidemment l'interprétation et du coup ça change le vécu de la personne par rapport à ces signes astrologiques. Donc c'est un point important et c'est un point qui selon moi est très en lien avec le rayon 3 parce que c'est le rayon de l'intelligence créatrice et donc il nous pousse justement à développer notre capacité à faire preuve d'une intelligence qui crée, qui apporte, qui contribue, mais qui au départ, ben voilà, on va le faire pour notre propre plaisir, bonheur, on va créer des choses pour nous. Donc le rayon 3, sa parole clé, c'est «Je suis le dessin même». Il est relié en fait dans le trinôme, le Père, le Fils, eh ben, c'est le Saint-Esprit au niveau donc voilà. Et chez les hindous, il est relié à Brahma, hein. Quelqu'un m'avait fait une réflexion, un commentaire sur, Pluton, le rayon 1 qui le faisait penser à Vishnu parce que voilà, c'est le rayon 1, on est relié au père et donc la figure rayon 1, un peu de pouvoir et de puissance. Le rayon 3, on est relié au dessin, on est relié au Saint-Esprit, on est relié à Brahma. Il y a bien d'autres noms derrière, hein, ou bien d'autres figures qui pourraient lui correspondre. Les deux planètes qui dans le thème, qui véhiculent le rayon 3, que ce soit dans le thème de naissance ou même de façon générale, ce sont donc Saturne et la Terre. Notre planète est une planète de rayon 3, c'est une planète d'intelligence créatrice. Et bon, il n'y a qu'à voir la multitude de formes et comment tout ça s'agence, comment tout ça vit les uns avec les autres en bon équilibre tant que l'être humain vient pas un peu foutre le désordre, hein, le chaos. Mais voilà, il y a une espèce de comme ça, à la fois de très grande diversité, de pluralité, hein, règne végétal, animal, même les minéraux. Enfin, il y a une richesse à ce niveau-là. C'est très rayon de 3 et le fait aussi que ce soit répandu quasiment partout sur la planète, hein, dans les océans, il y a de la vie, partout sur la planète, il y a de la vie, hein, même, je sais pas, dans le désert, hein, il y a de la vie, voilà, c'est très, très disséminé partout, donc ça, c'est très rayon 3. Les trois signes astrologiques qui nous parlent et qui donc véhiculent le rayon 3, ce sont le Cancer, la Balance et le Capricorne. Le Capricorne étant dans le triangle de constellation le rayon dominant. Donc si vous avez dans votre thème ou si vous traversez un cycle avec une révolution solaire où l'un ou l'autre de ces signes est particulièrement marqué, ben peut-être que vous avez justement à travailler avec le rayon de l'intelligence créatrice, le rayon 3. Donc regardez dans votre thème si vous avez des planètes en Balance ou en ascendant en Capricorne ou en Cancer. Et vous verrez qu'effectivement, le rayon 3, et ce que je vous dis là dans la vidéo, peut-être vous particulièrement vous parler. On va voir aussi que le rayon 3 peut être présent au niveau de notre carte de rayon. Donc voilà, on n'a pas forcément le rayon 3 sollicité dans notre thème si on n'a rien en Balance, en Cancer, en Capricorne ou dans les maisons qui leur correspondent, à savoir la maison 4, la maison 7 et la maison 10. Mais si voilà, dans notre carte de rayon, on a du rayon 3, forcément, ça va aussi nous parler. Donc au niveau de l'être humain, justement, le rayon 3 peut être présent au niveau du corps physique, il peut être présent au niveau de la personnalité ou ça peut être évidemment un rayon de l'âme. Au niveau des grands cycles de rayons, le rayon 3 est actif actuellement, il est très présent, il est présent depuis 1425, donc ça fait un sacré moment qu'il est là, et donc il a participé beaucoup au développement de tout ce qui était en lien avec la recherche, notamment voilà, la recherche scientifique, mais tout le produit de l'intelligence humaine qui s'est donc beaucoup développé. Il a été présent aussi par le passé, hein, j'ai pas tous ces cycles évidemment, mais par exemple, des moments où il y a eu des émergences sur le plan philosophique, culturel fort, par exemple l'Antiquité grecque, des périodes aussi où, peut-être en Égypte, et cetera. En fait, quand le rayon 3 est très actif, il permet de faire émerger comme ça pas mal de théories ou pas mal de philosophies qui vont laisser une trace. Hein, il est très relié aussi à la mémoire, le rayon 3, ce qui est en lien avec le Cancer. Ce qui fait qu'on se souvient
inconsciemment évidemment, mais on se souvient de son passage parce qu'il laisse des traces. Donc regardons les cycles marquants dans l'histoire de l'humanité en termes justement de philosophie, hein, des philosophes comme Platon, Socrate, on les lit toujours. Hein. Voilà, donc si s'il y a eu des périodes marquantes comme ça de l'humanité, parce qu'il y a eu des productions philosophiques ou même des découvertes scientifiques importantes, hein, on a découvert des planètes, on a découvert, c'était surtout à l'époque, oui, la recherche sur les planètes, mais peut-être qu'il y a eu d'autres choses, mais peut-être que c'était des périodes où le rayon 3 était particulièrement actif, où il y avait un grand cycle de manifestations. Au niveau du règne minéral, dans les livres d'Alice Bailey, le maître tibétain nous dit que l'émeraude est la pierre précieuse qui est un peu au sommet du rayon 3, donc qui exprime le rayon 3. Donc voilà, si vous aimez beaucoup cette pierre, peut-être que vous avez une affinité avec le rayon 3, peut-être qu'il est présent soit dans votre thème, soit dans votre carte de rayon, ou les deux. Et pour le métal, c'est le plomb qui est donc une construction, hein, du rayon 3, une émanation du rayon 3 et qui du coup aussi émane, hein, l'énergie du rayon 3. Pour le règne végétal, à ma connaissance, mais peut-être que j'ai zappé, hein, je n'ai pas de plantes, d'arbres qui soient enfin, dont je sache que c'est du rayon 3. Il y en a plein évidemment, hein, c'est juste que le tibétain nous a pas fait la liste de toutes les pierres, pierres et végétaux qui sont de tel ou tel rayon. En tout cas, je pense que il faut aller voir peut-être des plantes qui ont une croissance rapide. Le rayon 3, il y a quelque chose de très dynamique, ça va vite avec le rayon 3. Il y a une espèce d'émulsion. Donc des plantes qui ont peut-être une croissance rapide, mais aussi qui sont peut-être capables d'être partout dans le monde. Hein, des plantes qu'on va trouver même parfois sous des climats un peu différents, et qui savent très bien s'adapter, qui savent très bien survivre. Ça pourrait être des plantes qui ont en elles du rayon 3. Donc voilà, s'il y a des personnes qui s'y connaissent, qui écoutent mes vidéos, peut-être que vous pouvez suggérer telle ou telle plante qui pourrait, enfin voilà, après on peut pas comme ça, enfin en tout cas moi je peux pas vérifier, mais ça pourrait être un sujet d'étude, de recherche ou d'hypothèse. Donc le rayon 3 stimule particulièrement l'évolution de la conscience. Dans ces qualités qui nous ont été données, hein, le tibétain nous donne en fait à chaque fois 7 qualités pour les rayons. La 7e étant son nom. Donc là, la 7e qualité du rayon 3, c'est l'intelligence créatrice. Mais dans la 2e qualité, on a le pouvoir d'évoluer. Donc on voit bien que le rayon 3, c'est un rayon qui suscite l'évolution de la conscience. Parce qu'évidemment, quand le tibétain parle d'évoluer, il parle de l'évolution de la conscience. Mais il participe, ce rayon, au développement du mental, qui est donc présent dans le nom de la 5e qualité, puisque sa 5e qualité, c'est l'investigation scientifique. Il joue aussi un rôle, a priori, dans la clairvoyance. Le rayon 3 peut permettre de développer la clairvoyance, et ça à ses différents stades. Bon, je ne m'étalerai pas sur la question, mais voilà, il serait lié aussi donc à la clairvoyance. En termes de pays dont on sait qu'ils sont soit personnalité, soit âme rayon 3, peut-être que ça vous étonnera pas après ces quelques éléments d'information sur le rayon 3, mais la France, c'est donc âme rayon 5, personnalité rayon 3. Et donc voilà, il y a un côté aussi très dans la pensée, dans les découvertes, la recherche, l'analyse, la philosophie, etc. Et la Chine qui a aussi une culture très très riche, et une culture qui s'est répandue dans le monde, hein, qui a impacté donc déjà les pays proches tels que le Japon, la Corée, etc. Mais qui si on prend la médecine traditionnelle chinoise, si on prend même l'art des jardins, on connaît plus, on va dire, les jardins japonais, mais à la base ça vient de Chine. Certains arts martiaux aussi, puis donc toutes les philosophies, hein, le taoïsme, etc., etc. On voit que la Chine a une culture très riche, et encore une fois qui s'est beaucoup répandue, et donc ça c'est une des marques du rayon 3. Pareil pour la France, hein, qui a eu aussi à un niveau européen, plutôt par le passé, bon, on va dire peut-être encore maintenant, mais un impact culturel fort. Donc le travail du rayon 3, proprement dit, donc il est là pour développer évidemment l'intelligence créatrice, mais il le fait donc à travers l'esprit de recherche, d'investigation,
de recherche de compréhension, hein. On cherche le sens de, on cherche les lois, on cherche vraiment à comprendre, et donc comme je disais, c'est un rayon qui peut nous pousser, nous les individus, mais aussi comme voilà, pour les plantes et cetera, à se répandre, voire à voyager. Hein, je vais en reparler, mais les personnes qui ont du rayon 3 au niveau de la personnalité notamment, voire au niveau de l'âme, sont plus prédisposées que d'autres au déplacement, voire au voyage, au fait d'aller s'installer même à l'étranger. Après, évidemment, comme je le dis à chaque fois, il faut regarder l'ensemble des configurations d'un thème et même de la carte de rayon pour voir s'il n'y a pas des autres éléments indicateurs qui soit renforcent, soit pondèrent. Hein. Mais avec le rayon 3, on bouge globalement. Voilà, on bouge et on va voir aussi ailleurs parce que on est curieux, on cherche, on veut comprendre, on veut connaître, oui, on veut comprendre surtout parce que connaître c'est plus le rayon 2, mais on veut comprendre. Voilà. Et des fois, on voyage sans avoir conscience que c'est parce qu'on veut comprendre, hein, comprendre le monde, comprendre comment les autres vivent, mais ça peut être effectivement l'influence du rayon 3. Après, vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce que vous n'avez pas une personnalité ou une âme de rayon 3 que vous n'allez pas voyager, bien au contraire. Hein. Mais disons que chez le rayon 3, c'est plus naturel. Voilà, il y a une espèce d'impulsion à aller voir comment les choses se passent ailleurs. Donc chez le cancer, hein, chez les 3 signes qui sont donc porteurs du rayon 3, ce signe est très relié, enfin ce rayon est très relié à la mémoire. Et donc le cancer, c'est celui un peu qui symbolise l'aspect mémoire du rayon 3, qui l'incarne, dans le sens où le cancer est le signe qui permet de se souvenir d'où nous venons. Hein, on l'appelle aussi le rayon 3 le seigneur de la mémoire. Hein, c'est un autre de ses noms, pareil, il a chaque rayon a plein de noms. Ils ont des qualités, ils ont des noms. Donc le seigneur de la mémoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez le cancer, d'abord, je me souviens d'où je viens au niveau de ma généalogie, hein, donc ma famille, mes origines aussi physiques, hein, là où j'ai grandi, donc d'où l'attachement à la famille, l'attachement au lieu de naissance, au lieu où, enfin, où on a grandi, etc. Mais se souvenir d'où on vient prend une autre définition lorsque on le situe au niveau spirituel, parce que lorsqu'on le situe au niveau spirituel, ce n'est plus la famille et le lieu de naissance qui sont importants, ils le sont toujours, hein, mais c'est pas ça qui domine, c'est se souvenir qu'en fait on vient des plans spirituels. À la base, on est tous des âmes incarnées, et donc notre réelle maison ou nos réelles origines sont bien plus hautes, j'allais dire, que notre famille d'incarnation. Après tout, on change de famille toutes les vies. Donc le cancer est celui qui peut aussi nous permettre d'aller peut-être de nous souvenir parfois de nos incarnations passées. C'est pour ça que c'est un signe beaucoup de médium aussi, le cancer, mais plus globalement du fait que voilà, on est une âme incarnée, et ça change aussi, ça participe à changer le regard que l'on porte sur nous, sur les autres, et donc à faire évoluer notre conscience. Donc ça nous fait le cancer, c'est vraiment un des signes qui peut accompagner l'évolution de la conscience de masse vers la conscience d'ensemble, qui peut aussi nous aider à guérir des choses du passé, des manques affectifs, des traumas, voilà, des blessures émotionnelles reçues dans l'enfance, l'adolescence, parce qu'il relie au passé, mais il relie aussi à l'avenir, il relie à ce que l'on peut devenir. Et donc voilà, grâce à travail de mémoire, on rappelle des trucs qui sont pas toujours des trucs très fun, hein, des trucs même parfois lourds, mais avec cet objectif de pouvoir évoluer et de faire évoluer notre conscience. Et on peut aussi se rappeler qu'on vient de plans supérieurs, et quand on se rappelle, si je puis dire, hein, que l'on est tous une âme incarnée, on peut mettre en œuvre le travail aussi d'amour et de guérison de l'âme. Voilà, donc ça c'est très lié au cancer. Après, très concrètement aussi, hein, le cancer prédispose à s'intéresser enfin, à, à tout ce qui est recherche sur le passé, recherche sur ce qui existe, donc des activités ou des métiers tels que l'intérêt pour l'histoire, être historien, ou justement faire de la généalogie, de la psychogénéalogie, ou faire voilà des recherches qui sont en lien avec le passé, l'archéologie, etc. C'est très cancer, et c'est donc très quelque part aussi rayon 3.
Chez la balance, le rayon 3 stimule la recherche de l'équilibre. L'équilibre est aussi une notion clé du rayon 3. Cet équilibre qui est développé par l'esprit scientifique, où en fait on va aller chercher les causes, on va aller chercher les lois, on va aller chercher oui, ce qui est fondamental, et on va du coup comprendre un peu plus les choses, et ça c'est créateur d'un équilibre. Quand on comprend quelque chose, on peut rééquilibrer ce qui n'était pas équilibré, hein. Par exemple, notre rapport à la nature, tant qu'on n'a pas compris qu'il y avait des lois fondamentales qui gouvernaient notre planète, et le fait aussi que tout se passe au mieux, voilà, que tel impact a tel, enfin telle action a tel impact sur la planète, donc si on comprend pas effectivement les rapports de cause à effet, c'est comme quand on prend un médicament, voilà, la cause, l'effet, on peut faire pas mal d'erreurs et créer donc du déséquilibre et du chaos, mais si on comprend effectivement comment l'un mène à l'autre, hein, comment on arrive de A à Z, on peut rajuster, réajuster, rééquilibrer les choses. Et la balance, c'est vraiment un signe pour lequel l'équilibre est fondamental à tous les niveaux, hein, physique, émotionnel, mental, dans les relations aux autres, dans les relations à l'argent, dans les relations au temps, etc. Donc voilà, c'est un des effets du rayon 3, ça, voilà, ça participe à stimuler aussi des recherches fondamentales. Les personnes qui sont du signe de la balance ont souvent un esprit très analytique et très orienté vers, voilà, vers la recherche, hein, l'esprit de recherche scientifique. Donc l'objectif du rayon 3 à travers la balance, c'est la création de ce qui est juste, hein, de ce qui est équilibré, la révélation des grandes lois, hein, et qui donc est créateur d'harmonie et de beauté. Chez le Capricorne, le rayon 3 participe à développer la discrimination et le pouvoir de créer jusque dans les formes les plus denses, enfin créer avec les formes les plus denses, créer dans la matière, puisque c'est un signe de terre, donc voilà. Donc on se sert de l'intelligence pour créer très concrètement des choses. Et donc là, le résultat, c'est de pouvoir avoir une création intelligente sur le plan des formes, où on va créer des systèmes, on va peut-être aussi formaliser des lois, des systèmes qui vont aussi répondre et être les garants de l'application des lois et du respect des lois. On va créer des structures, même des structures, on va dire par exemple des entreprises ou des institutions, des organismes, voilà, des associations. On va mettre en forme des choses qui sont animées par l'intelligence créatrice. On va même faire des inventions, etc. Et le Capricorne est celui qui participe à créer des formes animées par l'intelligence du rayon 3. Mais évidemment, c'est aussi, encore une fois, une histoire de stade de conscience atteint, parce que tant que la conscience n'est pas encore en conscience d'ensemble, oui, on va créer des formes, mais on va créer des formes qui vont être, qui soit vont servir des individus donnés, soit vont manquer un peu d'intelligence, vont encore être un peu imparfaites, et c'est normal, hein, c'est faut bien qu'on apprenne. Donc ça sera peut-être un petit peu bancal. Donc voilà pour le travail du rayon 3, et je vais donc terminer avec le rayon 3 chez l'être humain. Donc c'est vraiment l'un des rayons, hein, c'est pas le seul, hein, mais qui développe aussi le mental, l'intellect, avec le rayon 5, hein, notamment, mais à travers la recherche de sens, à travers le fait de se poser des grandes questions, hein, toute la philosophie, l'approche philosophique de la vie, c'est très rayon 3, donc les questions existentielles. Donc remettre les choses en perspective, d'avoir une vision plus large, il amène vraiment à prendre du recul, à se poser des questions pour s'extraire parfois, enfin s'extraire de ce qui est là sous notre nez. Le rayon 5, au départ, il est beaucoup plus, voilà, ce que je vois, il peut se perdre dans les détails, il va analyser, il va décortiquer ce qu'il a sous les yeux, mais il reste très collé. Le rayon 3, il pousse à prendre de la distance et à se poser des questions fondamentales. À l'excès, il se perd un petit peu dans des sphères tellement hautes que ça devient de l'abstraction plus. Donc le rayon 5 à l'excès, c'est du formalisme, c'est la règle, la procédure, c'est les normes de qualité, c'est les trucs gnangnang, enfin voilà, très rébarbatif, mais voilà, très clair quelque part aussi, et encore que des fois c'est pas toujours très clair, mais voilà, qui sont très très formalisés. Donc ça, c'est des apprentissages, hein, sachant que ça va se dépasser au fur et à mesure qu'on évolue et qu'on fait l'apprentissage de la mise en pratique de chacun de ces rayons et de leur grande qualité. Donc il développe l'intellect clair, il développe aussi une grande capacité de concentration, le rayon 3, notamment sur les questions existentielles, philosophiques, donc il développe de la patience,
Et c'est aussi le rayon de la personne qui ne s'en fait pas pour elle-même et pour les autres, pour des choses qui sont pas si importantes que ça, hein. Voilà, parfois on se bloque sur un truc ou alors on se bloque dans la perspective de l'avenir, de ce qui pourrait se passer avec beaucoup de si, hein. Si je fais ci, il pourrait se passer ça, voilà. Quand on a du rayon 3 dans sa carte de rayon ou dans son thème, ça peut aider, soit alors c'est pas à être insouciant, hein, mais à éviter d'être bloqué par une peur, une appréhension, une projection négative. Soit ça peut justement permettre de trouver une idée intelligente, une façon de procéder qui va faire que oui, peut-être la situation va être un petit peu délicate si on prend telle décision, mais on va avoir les ressources pour s'adapter et pour s'en sortir. Les défauts ou les excès, hein, quand on travaille encore une fois avec ce rayon, bon, ben, c'est l'orgueil intellectuel puisqu'on est très dans le mental quand même, hein, très dans la réflexion avec le rayon 3, donc on peut se construire un, enfin, avoir l'impression de mieux savoir que les autres, de mieux comprendre que les autres, d'être plus intelligent que les autres. Donc, il peut y avoir de l'orgueil intellectuel, de la froideur et de l'isolement dans le sens où le rayon 3, une personne qui peut être âme ou personnalité rayon 3 ou très habité dans son thème de naissance par des signes de rayon 3, peut tout à fait passer énormément de temps sur un sujet qui l'intéresse, même une activité qui l'intéresse, et du coup se couper du reste du monde. Voilà, elle est dans son truc, elle est dans sa bulle. On va trouver ça aussi avec le rayon 2, ceci dit. Mais c'est pas tout à fait pour les mêmes, voilà, les mêmes raisons. Puis le rayon 2, il a quand même besoin de contact, il a besoin d'amour, donc il va aller chercher les autres. Le rayon 3, il peut s'isoler parce qu'il se suffira à lui-même et voilà, il va être dans sa passion, dans ce qui l'intéresse, voilà. Il peut être imprécis quant aux détails, contrairement au rayon 5 qui lui peut être trop dans les détails. Le rayon 3, c'est il voit les choses en grand avec de la hauteur. Donc il a une vue large, mais parfois les détails, c'est pas forcément ce qui va l'intéresser le plus. Donc il peut être imprécis. Il peut être assez distrait aussi. Alors je parlais de la concentration, mais dans les défauts, avant d'arriver, en fait ça peut aller ensemble, hein. On peut être hyper concentré sur un truc et puis pas voir l'heure passer et louper un rendez-vous ou parce qu'on pensait à autre chose, on a oublié ou on avait posé tel objet. Et donc voilà, la distraction fait partie un petit peu des excès du rayon 3, de même que l'entêtement, l'égoïsme, ça va avec l'orgueil intellectuel, et la critique exagérée d'autrui. Quand on a un physique sur le rayon 3, pour rappel, les deux rayons que l'on peut avoir sur son corps physique, c'est le rayon 3 ou le rayon 7. Donc le physique, la personne qui a un physique de rayon 3, c'est vraiment la personne qui sait s'adapter aux environnements, aux lieux. C'est la personne qui bouge facilement, qui même au niveau du temps, elle va s'adapter aux imprévus, aux urgences. Donc elle est vraiment voilà, flexible, adaptable. Si vous connaissez le test MBTI, ça correspond bien au P du MBTI. Le rayon 3 égale le P du MBTI, tandis que le rayon 7 égale le J du MBTI. C'est d'autres noms pour les deux rayons du corps physique. Donc ça veut dire aussi que par contre, c'est pas un planificateur le physique rayon 3, et donc voilà, d'où la distraction. D'où le fait aussi que ça peut être des personnes qui se cognent quand on a un physique rayon 3, on peut se cogner, ou en fait le rapport au corps est pas toujours, c'est pas que le corps est pas respecté, mais c'est un peu comme si on n'en prenait pas suffisamment compte, et donc voilà, on peut soit se cogner, soit on va s'habiller mais pas de la façon la plus adaptée au climat, à la température, ou même à l'environnement dans lequel on va se retrouver. Donc il peut y avoir une espèce un petit peu de négligence par rapport au corps physique. À l'extrême, il peut même être considéré comme gênant. Voilà, chez certaines personnes, un physique de rayon 3, bon, il faut d'autres raisons à ça, mais c'est enfin, on peut trouver que le corps est un peu encombrant. Après, ça donne aussi le fait de beaucoup bouger physiquement. Il peut y avoir dans les excès aussi du rayon 3 de l'hyperactivité. Donc les enfants et même les adultes qui ont des problématiques d'hyperactivité, ça peut être le rayon 3 qui est un peu chaotique et mal intégré. Et ça peut être aussi parce que dans leur thème, le rayon 3 peut être très présent ou activé, par d'autres énergies telles que de l'air. Par exemple, si vous avez beaucoup de signes d'air dans votre thème,
notamment du Gémeaux, et que vous avez en plus du rayon 3 en physique, ou même en personnalité, ça peut effectivement donner l'impression que se poser, rester assis un petit moment, même se concentrer, c'est compliqué parce que le corps a une énergie, assez forte et pas évidente à canaliser. Une personnalité rayon 3, ça va être une personnalité également très active, mais active, pas uniquement du coup physiquement, puisque ça concerne plus le corps. Elle va être active créativement. C'est une personnalité qui a besoin de créer, qui a besoin peut-être aussi de communiquer, de bouger dans les idées. Donc ça va être une personne qui va peut-être, voilà, avoir des projets, des idées créatives, qui va peut-être créer son entreprise, qui va, créer son association, créer un réseau, créer ceci, créer cela, peu importe. En tout cas, il y a un côté très créateur qui est présent dans le rayon 3 et très dynamique. Autant les physiques rayon 3 ont tendance à beaucoup bouger, autant les personnalités rayon 3 sont souvent des personnalités qui parlent vite, qui ont un débit verbal assez vif, assez animé. C'est vraiment un rayon de grande dynamisme, donc on reconnaît souvent les personnalités, les personnes de personnalité rayon 3 au fait qu'elles sont vives, elles sont dynamiques, et souvent avec elles on s'ennuie pas, même si parfois on peut les trouver un peu fatigantes, parce que voilà, elles ont soit quelque chose à dire, soit elles sont en train de nous parler d'un projet, d'une idée qu'elles sont en train de monter, elles animent aussi dans les soirées, elles mettent l'ambiance. Ouais, il y a quelque chose comme ça, encore une fois, de très, on peut qualifier de très vivant, hein. Ce sont souvent des personnes qui, lorsqu'elles ont une personnalité rayon 3, vont vraiment avoir le goût de apprendre, comprendre, communiquer, animer, transmettre, expliquer, faire circuler, raconter, relater, et cetera, et cetera. Un des défauts des personnalités rayon 3, c'est la tendance un peu à la manipulation. Hein, on compare, dans le livre du tibétain, hein, le rayon 3, dans ses excès et ses défauts, à l'araignée au centre de la toile, qui tire un petit peu les ficelles comme ça et qui attend que la proie elle arrive. Bon, voilà, c'est un risque éventuel. Évidemment, il y a aussi certains signes astrologiques et qui sont pas forcément hein, du tout sur du rayon 3, qui peuvent être aussi manipulateurs. Donc, ce n'est pas propre au rayon 3. La manipulation n'est pas propre au rayon 3. On peut la retrouver chez d'autres signes, comme par exemple le Verseau, qui peut, dans certains cas, être un peu manipulateur. Voilà, et il n'a pas du tout de rayon 3. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui peut faire partie de ce rayon de toute façon. Les personnes qui ont une âme rayon 3 sont celles qui sont a priori prédisposées pour aller vers des domaines que j'ai déjà cités, donc que ce soit les domaines de la science, mais surtout la science abstraite, pas la science concrète, ça c'est plus les âmes rayon 5. Donc la science abstraite, c'est vraiment l'étude des grandes questions. Par exemple, c'est quoi le temps, c'est quoi la matière, comment l'univers a été créé, donc voilà, tout ce qui est études abstraites, tout ce qui est philosophie aussi, c'est quand même vraiment le rayon un peu des philosophes. Et l'intérêt pour l'histoire, l'intérêt pour l'archéologie, le passé, les traditions, l'ethnologie aussi, c'est assez rayon 3. Et à côté de ça, le commerce. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais parce que c'est le côté actif, c'est le côté on est sur le terrain, c'est le côté aussi on s'ennuie pas, ça bouge beaucoup. Donc le côté très dynamique du rayon 3, avec une âme rayon 3, voire une personnalité rayon 3, on peut avoir beaucoup de gens qui sont dans le domaine du commerce, de la pub, du marketing, là où il y a pas mal d'idées aussi qui circulent, et souvent ce sont des idées assez abstraites. Et après, ça peut être le secteur légal, hein. Là, je fais un lien avec la balance qui est reliée à la loi. Donc le secteur légal, la politique aussi, il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont dotés d'une âme rayon 3. Je crois que on avait fait l'hypothèse avec d'autres que voilà, c'était le cas par exemple de Sarkozy. Et donc le côté aussi un peu manipulateur. Et puis après, des secteurs tels que la pédagogie, l'animation correspondent bien au rayon 3. Ce n'est pas les seuls, c'est ceux auxquels là j'ai pensé à vous parler. Voilà, allez, j'en termine là avec cette vidéo consacrée au rayon et à l'astrologie. Donc là, nous avons vu le rayon 3. Prochaine vidéo, ce sera la quatrième. Je vous parlerai, en tout cas la quatrième, où je traite spécifiquement des rayons. Donc il y a eu le rayon 5, le rayon 4, le rayon 5 et là le rayon 3. Donc dans la prochaine,
ce sera le rayon 1. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence sur ma chaîne, de vos likes, de vos abonnements, de vos partages aussi, qui permettent de faire connaître ma chaîne YouTube. Et donc, je vous dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.